Je vous indique, comme toujours, les prochaines séances du séminaire qui se tiendront dans cette place. Le prochain sera le 3 mars. En fait, c'est une date qui remplace le séminaire du 12 janvier qui avait été annulé et qui est repris le 3 mars. Ensuite, le 24 mars et ensuite le 28 avril. Voilà. D'autre part, je vous indique quelques protocoles, quelques manières de procéder. Aujourd'hui, je ne vous cacherai pas que je suis un peu fatigué et je vous propose de vous faire l'exposé et d'en rester là, de ne pas ouvrir de discussion, de ne pas rallonger le temps, mais voilà. Le 3 mars, en revanche, le prochain, je propose qu'il soit, lui, pratiquement ouvert à une discussion générale. Et pour cela, je pense que vous pourrez procéder par envoi de questions sur le séminaire d'aujourd'hui, soit par l'écriture en adressant la question au théâtre, soit en préparant une question pour le jour même, pour la poser. Donc aujourd'hui, vous serez confronté à un impérialisme personnel. Les philosophes ne détestent pas ce genre de choses, hein, vous savez ça. Et par contre, la fois prochaine, ce sera une discussion que j'espère active et intéressante. Voilà pour les procédures. Alors, je commencerai par une remarque historique, d'une certaine façon, et qui est très, très importante, aujourd'hui en particulier, qui est que la philosophie a toujours été liée, dans sa naissance, dans ses changements, aux situations politiques. Elle a toujours dépendu, d'une certaine façon, du contexte politique. Et elle s'est préoccupée en particulier des changements ou des crises que le pouvoir politique pouvait traverser. On voit ça d'un bout à l'autre de son histoire. À un bout de l'histoire de la philosophie, Platon est très préoccupé de ce problème et il interroge ce que devrait être la vraie constitution d'une cité. À l'autre bout de l'histoire philosophique, Sartre tente, par exemple, de justifier, dans de longs développements théoriques, la sentence qui lui avait un jour échappé et qui était « tout anticommuniste est un chien », ce qui n'était pas un énoncé très philosophique par lui-même, mais qui était quand même, après, alimenté, nourri par cette conviction que tout anticommuniste est un chien. Entre les deux, entre Platon et Sartre, il y aurait des dizaines d'exemples. On peut dire que Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, est le penseur favori du soulèvement républicain au XVIIIe siècle, que Leibniz, voire Hegel, cherchent à sauver la centralisation du pouvoir, etc. Au fond, dans tous ces cas et tous les autres que vous pouvez parfaitement trouver, le philosophe trouve sa question, ou en tout cas une question, dans ce que j'appellerais les impasses apparentes de la politique établie. Il travaille un peu de façon médicale au regard de ce qu'il considère comme les maladies de l'organisation sociale. Il fait des diagnostics
et il propose des guérisons. Alors, vous me direz, et alors aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, et je pense que vous le savez, que vous le ressentez, et quant à la question politique, c'est un véritable problème. On parle partout d'une crise, d'une obscurité, de changements brutaux et irrationnels, d'une menace de guerre, etc., etc. Il y a comme une désorganisation de la pensée politique dans l'histoire contemporaine. On considère finalement qu'existe une sorte de dérèglement de la vie collective et de son support économique. On appelle tout ça la crise, et l'idée que la politique est en crise à échelle mondiale est aujourd'hui pratiquement traitée comme une évidence. On observe au niveau du pouvoir une sorte d'impasse, de stagnation, et donc aussi des menaces ou des tentations de raideur ou d'absoluité. Alors, je vais placer mon développement d'aujourd'hui dans la considération des difficultés apparentes de cette domination du conflit ou de l'interrogation ou de la difficulté de se diriger dans la politique, ou plutôt je vais essayer de placer les développements philosophiques au regard des considérations répandues, populaires, sur les méfaits du monde contemporain. Alors aujourd'hui, ça vous le savez parfaitement, il est pratiquement établi dans les conversations, dans les journaux, les débats, que la politique traverse une période, disons, obscure, qu'elle est engluée dans les chicanes et d'une certaine façon dans certaines absurdités. Établir un gouvernement stable, prendre des décisions positives de façon créatrice, sauver l'économie nationale, se déployer vers l'avenir, tout cela semble devenu obscur ou impossible. C'est la crise. Et cette impossibilité fait partout planer la menace de la saisie du pouvoir par des partis nationalistes, semi-dictatoriaux, dont les chefs, Donald Trump aux États-Unis, ou comme en France, la cheftaine nommée Le Pen, déclarent pouvoir rétablir l'ordre strict, y compris, à vrai dire, dans leurs calculs, l'ordre racial, qu'impose, à leur avis, l'intime nature de ces sociétés en crise ou en désorientation. Alors je voudrais aujourd'hui envelopper tout ça dans une considération philosophique cohérente, en partant d'une analyse de la provenance et du sens des concepts qui sont en jeu dans cette affaire de la désorientation contemporaine. Alors, mon trajet ira de la considération de la situation mondiale liée à ce qu'exigerait son changement positif jusqu'à les propositions générales concernant cette situation. Je vais commencer, et c'est important de le dire, je vais commencer cette investigation, donc ma propre forme de rapport entre philosophie et politique, je vais la commencer en une suite de thèses, d'énoncés, que je tenterai évidemment de justifier, de façon à ce que vous disposiez d'un planning constitué quant au rapport qui est le nôtre, qui peut être le nôtre, entre, c'était mon annonce initiale, entre politique et philosophie. Et je vais partir de thèses générales qui sont, d'une certaine manière, entre
la politique et la philosophie, mais qui font place à des particularités de la philosophie contemporaine. Alors ce sera ma première affirmation, à partir de laquelle il faut quand même faire travailler l'analyse des situations particulières. La conjoncture mondiale est celle de l'hégémonie territoriale et idéologique du capitalisme libéral. Alors, je commence par cette thèse à raison, au fond, de son évidence, de sa banalité, et je pourrais ne pas la commenter. Que le capitalisme libéral soit le principe même de l'économie mondiale aujourd'hui n'est pas une découverte sensationnelle. Mais ça me permet de vous dire au passage que sur cette affaire de la corrélation entre philosophie et politique, la philosophie doit partir de sa propre constitution et elle doit aller plutôt de la généralité à la particularité. Et que donc, c'est à partir de thèses constituées de la philosophie qu'on va ordonner progressivement l'appareil de l'analyse politique. Là, on part d'un thème d'analyse de cette politique qui est situé à un certain niveau philosophique par sa généralité, justement, par son caractère quasiment universel. Le deuxième point, c'est d'éviter les négations prématurées. Je le dirais, cette hégémonie du capitalisme libéral dans le monde contemporain, elle n'est nullement en crise et elle est encore moins en coma dépassé, mais dans une séquence particulièrement intense de son déploiement. Alors, autrement dit, vous voyez, ceci signifiait que l'intervention de la philosophie dans cette affaire ne sera pas, comme on en est souvent tenté, l'instrument d'une négativité ou l'instrument d'une dimension critique. Là, nous pouvons dire que l'hégémonie du capitalisme libéral, elle est dans une séquence intense de son déploiement. Si je commente cette thèse, je dirais ceci. Au regard de la mondialisation capitaliste, qui est totalement hégémonique aujourd'hui, il y a dans le débat, et c'est une partie de sa confusion, il y a dans le débat deux thèses aussi opposées que fausses. La première, c'est la thèse conservatrice qui dit le capitalisme combiné à la démocratie parlementaire est la forme définitive de l'organisation économique et sociale de l'humanité. C'est la thèse conservatrice, très répandue, il faut bien le dire, qui affirme que nous sommes là, et il faut en tirer les conséquences qu'on peut en tirer, dans la forme de la démocratie parlementaire, dans ce que peut être la politique dans une économie libérale. C'est donc la forme définitive de l'organisation économique et sociale de l'humanité à partir du moment où le capitalisme libéral s'empare de l'humanité tout entière. Alors pour ceux qui ont entendu parler de ce point, ceci nous amène à dire que cette thèse-là, c'est une thèse de fin de l'histoire, au sens d'un théoricien un peu oublié qui s'appelait Fukuyama, qui avait décrit déjà un peu cette corrélation comme signalant, au fond, qu'on était à la fin de l'histoire de l'humanité. Et
La seconde thèse douteuse, c'est la thèse selon laquelle, du coup, le capitalisme est entré dans sa crise finale. Que peut-il faire de plus ou d'autre que de s'emparer de l'économie mondiale? Voire même la thèse selon laquelle il est déjà mort. Ça, c'est une thèse généralement soutenue par une ultra-gauche contente de pouvoir dire que le capitalisme est mort au moment même où, en réalité, il est dans son plein pouvoir. Et c'est quand même prendre un rat pour un éléphant. Alors, la première thèse, c'est un processus idéologique engagé depuis longtemps, depuis les années 70, qui a consisté, pour le décrire physiquement, dans l'élimination de l'hypothèse communiste du champ des possibles. En même temps, il faut le dire, que cette hypothèse communiste était malmenée concrètement dans ce qui était arrivé dans l'Union soviétique d'une part et dans la Chine d'autre part au cours de ces années-là. Voilà. Ça a permis à la propagande dominante de se simplifier. Il n'y a plus besoin de vanter les mérites du capitalisme, mais seulement de soutenir que dans les faits, l'URSS, Lénine, Staline, Mao, la Chine, les Khmers rouges, les partis communistes occidentaux, tout ce que vous voulez, tout cela, en fin de compte, a montré que rien d'autre, sous le nom de communisme, n'était possible, sinon ce qui a été appelé un totalitarisme criminel. Donc c'était tiré de l'expérience historiquement négative de plusieurs décennies d'États communistes, la leçon négative, en effet, qu'il fallait parler non pas du tout de communisme au sens où les communistes l'entendaient, mais de construction d'États totalitaires. Alors, finalement, les deux formes de la deuxième thèse, vous voyez, capitalisme exsangue ou capitalisme mort, prennent aussi souvent appui sur les crises financières. Les crises financières seraient comme le signal d'alarme pour un processus ininterrompu de mort du capitalisme, comme les crises de 2008 ou de 2018, ou encore, plus près de nous, la crise qui s'est annoncée après la pandémie de la Covid-19, et puis sur les innombrables épisodes de corruption et de variations financières, inflation, dévaluation, qui sont quotidiennement révélées. Et ces thèses en concluent soit que le moment est révolutionnaire, c'est la première conclusion possible, il suffit d'une forme poussée pour que le système s'effondre, soit même, et ce serait plutôt une thèse d'absence, qu'il suffit d'un pas de côté, il faut se retirer. Il faut se retirer à la campagne. Et s'apercevoir alors qu'on peut organiser de nouvelles formes de vie. La machine capitaliste tournant à vide dans son impossibilité définitive. À mon avis, tout ça n'a que peu de rapport avec le réel. Premièrement, par exemple, les crises capitalistes comme celle de 2008 sont des crises classiques de surproduction. Et il y en a eu bien d'autres avant ces crises-là qui n'ont pas signalé la mort du capitalisme. En fait, on a construit dans certains lieux américains trop de maisons qui ont été vendues à crédit à des gens insolvables et qui ont en effet créé une crise financière dont finalement on a pu remettre en ordre tout cela par une nouvelle séquence de concentration du capital. Voilà. Et alors de même, certains ont imaginé que derrière
la pandémie de Covid-19 se cachait une crise du capital, de sa rapacité, de sa concentration, de son idéologie, surnommée le libéralisme autoritaire. En vérité, là aussi, il n'y a rien d'autre qu'un accommodement du régime général aux circonstances, ces circonstances étant aussi bien, en effet, la possibilité d'une épidémie que une crise locale de la valeur financière des immeubles. Et je pense qu'en ce point, il est très important de noter que l'extension de l'emprise capitaliste à de vastes territoires, sa diversification sous la forme d'un marché mondial, doit être considérée comme très avancée, mais loin d'être achevée. Presque toute l'Afrique, si on regarde de près là, presque toute l'Afrique, une bonne partie de l'Amérique latine, l'Europe de l'Est, l'Inde, il y a encore au monde de nombreux lieux en transition, qui sont soit des zones de pillage, soit des pays en décollage, où l'implantation à grande échelle du marché peut et doit suivre les exemples, encore somme toute assez récents, du Japon ou de la Chine. Alors en vérité, pour conclure ce point, on peut dire que le capitalisme moderne, le capitalisme du marché mondial, qui, historiquement, il faut le savoir, est une formation sociale récente, ne fait que commencer la conquête de la planète. Il y a eu la séquence coloniale de cette conquête, du XVIe au XXe siècle, où les territoires conquis étaient attribués à un marché limité et protectionniste d'un seul pays. Et aujourd'hui, c'est cela qu'il faut plutôt concevoir. Le capitalisme organise un pillage mondialisé, comme l'est aussi progressivement le prolétariat. C'est l'affaire des immigrés, l'affaire constamment agitée de l'immigration, car le prolétariat est en provenance maintenant, provenance mobile, de presque tous les pays du monde. Et c'est tout cela qui organise l'hégémonie du capitalisme contemporain, y compris dans sa possibilité ouvrière. Ceci nous amène à nous demander si cette hégémonie du capitalisme mondialisé doit durer, se renforcer, ou doit être marquée dès maintenant un paisible et lent avertissement. Je vous propose de penser que cette hégémonie du capitalisme libéral est travaillée par trois contradictions actives. Trois contradictions qui contrarient naturellement l'allure d'extension infinie qui est la sienne à l'heure actuelle. Alors, premièrement, la dimension oligarchique extrêmement développée de la possession du capital, c'est-à-dire en réalité sa concentration milliardaire aujourd'hui, laisse peu de jeu pour une intégration à cette oligarchie de nouveaux propriétaires. Elle est donc sans dialectique active. Et c'est pourquoi on peut le voir à bien des traits que vous pourriez vous-même remarquer. Il y a dans l'action des milliardaires qui concentrent en réalité ce processus,
il y a quelque chose comme une activité constamment défensive, comme si, d'une certaine façon, une menace existait, une menace invisible existait quant à cette dimension oligarchique du capital planétaire. C'est le premier point. Premier point qui indique que, comme l'a déjà montré Marx, le fait que le capitalisme organise une concentration du capital est à la fois une victoire et un problème. Et que ce soit à la fois une victoire et un problème est le jeu dialectique dans lequel doit s'insérer la critique de cette concentration et à travers elle la critique du capital lui-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne la contradiction entre, alors là, économie et politique, qui est que nous avons une intégration des circuits financiers et commerciaux à un unique marché mondial. Et ça s'oppose, alors là, aux figures étatiques, c'est-à-dire au niveau de ce qui fait la police des masses, qui les encadre, qui les réprime. Ce sont des figures nationales, et des figures nationales qui entrent nécessairement en rivalité. D'où ce que je pense une possibilité à envisager, qui serait la possibilité d'une guerre planétaire pour que surgisse enfin un État, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, clairement hégémonique, y compris sur tout le marché mondial. C'est une loi générale du capitalisme. Lorsqu'il y a pluralité d'engagement dans une zone du capitalisme, il surgit un conflit visant finalement à la disparition des plus faibles. Donc c'est ça qui s'opposerait en vérité à l'établissement indéfini d'une hégémonie marchande. Et le troisième point, c'est que je pense qu'il y a un doute aujourd'hui que le capital parvienne à valoriser, c'est-à-dire à faire servir la force de travail de la totalité de la population mondiale. D'où le risque que se constitue dans cette affaire, à échelle globale, une masse de gens totalement démunis et rentrant de ce fait même dans la définition la plus stricte du prolétariat. Une masse de gens totalement démunis à échelle mondiale, c'est aussi quelque chose qui est politiquement dangereux. Voilà pourquoi je pense qu'on peut interpréter les mouvements hégémoniques du capitalisme libéral comme marqués aussi souterrainement par des difficultés considérables à terme. On pourrait même dire que c'est pour cela que la guerre est peut-être l'horizon de cette situation que je viens de décrire, comme l'ont démontré tout de même les tueries du précédent siècle. Le fait que grandit de façon de plus en plus évidente et publique une sorte d'hostilité nécessaire sur le plan du marché entre l'Amérique et la Chine, dessinerait peut-être une guerre de 14 contemporaine, au même titre que ce qui a pu opposer à la fin du XIXe le capitalisme franco-anglais au capitalisme allemand. Et cela, nous en avons le spectre, la philosophie définitive, petit à petit, de point en point, au fil du temps.
Et enfin, autre considération difficile, on peut estimer qu'il existe probablement aujourd'hui dans le monde entre 2 et 3 milliards de gens qui ne sont ni propriétaires, ni paysans sans terre, ni salariés appartenant à la petite bourgeoisie, ni stables ouvriers. Ce sont des milliards de gens qui errent dans le monde à la recherche d'un endroit où vivre, et ils constituent ce qu'on peut appeler aujourd'hui un considérable prolétariat nomade. Je pense qu'il faut retenir que ce prolétariat nomade, si on trouvait les moyens de le politiser, deviendrait une très considérable menace pour l'ordre établi. Mais c'est une chose à recréer. Maintenant, je voudrais me tourner vers ce qui a fait obstacle dans les dernières décennies à un déploiement de mouvements de révolte contre tel ou tel aspect de cette hégémonie du capitalisme libéral. Et remarquez ceci, il y a eu des mouvements nombreux, vigoureux, mais qui ont été aussi résorbés de façon, pour l'instant, notable. Alors, je voudrais décrire ici la vision qu'on peut avoir schématiquement de ce qu'a été finalement les mouvements de révolte contre tel ou tel aspect de l'hégémonie du capitalisme libéral. Il y a eu des mouvements de déterminations différentes et de constitutions différentes. Il y a eu, par exemple, quelques fortes émeutes dans les banlieues des grandes villes, par exemple à Londres ou même à Paris, qui faisaient suite généralement à des meurtres de jeunes par la police. Ces mouvements ont pu être extrêmement actifs et visibles, mais ou bien ils n'ont pas été soutenus largement, ou bien ils ont été suivis de démonstrations humanitaires attaquant la violence de la police, mais qui étaient en fait vivement dépolitisés. Ça, c'est le premier type des mouvements de 4 sortes contre le libéralisme actuel. Il y a eu des soulèvements durables, mais sans création organisationnelle, donc sans stabilisation. Ce sont des mouvements qui ont eu lieu alors plutôt à l'extérieur de l'Europe, notamment dans le monde arabe, et ils ont été socialement bien plus larges que ceux qui étaient européens, et ils ont duré plus longtemps. Et ils ont pris la forme canonique d'occupation de place. Et ils ont été en général réduits comment? Eh bien par la tentation électorale. Vous avez un cas typique, là, sur lequel il faut réfléchir, qui est le cas de l'Égypte. C'est un mouvement populaire de très grande ampleur, un succès apparent. Le mot d'ordre négatif de tout ce mouvement était « Moubarak dégage ». Et Moubarak a dégagé. Il a même été arrêté. Il est tombé de loin. Mais finalement, aux élections, c'est le parti présent dans les masses populaires et peu présent dans le mouvement, qui l'a emporté, à savoir les frères musulmans. En définitive, tout cela s'est terminé par une répression sans merci des oppositions à l'État, par les frères musulmans d'abord, les jeunes révolutionnaires ensuite, et il y a eu une sorte de rétablissement de l'ancien régime. Le caractère circulaire de cet épisode est particulièrement intéressant à regarder de près, parce qu'il est un peu
un modèle de ce qui peut se passer. Ensuite, il y a eu les mouvements qui ont donné lieu à la création d'une force politique neuve. Ça a été le cas, par exemple, en Grèce, avec le nouveau pouvoir constitué avec Tsipras. Ça a été le cas dans d'autres endroits. Mais rien de ces nouveaux pouvoirs n'a réussi à se stabiliser en constituant un front anticapitaliste conséquent. Au fond, que ce soit Syriza ou Podemos en Espagne, en définitive, aucune trace de politique vraie, c'est-à-dire de politique apte à défaire la dictature du capitalisme libéral, n'a émergé de ces créations organisationnelles qui sont rentrées dans leur rang au bout d'un certain nombre d'années. Et enfin, il y a eu des mouvements d'assez longue durée, alors là, des mouvements populaires d'assez longue durée, mais qui n'ont pas eu d'effet notable non plus. Au fond, l'absence d'innovation politique, je crois que c'est le jugement qu'on peut porter sur tout cela. Je pense, c'est-à-dire sous les 20 ans qui nous précèdent, hein. Il y a eu une certaine absence d'innovation politique, véritablement. C'est-à-dire il y a eu des mouvements non négligeables, mais qui obéissaient à une figure intellectuelle et pratique ancienne. Et l'absence d'innovation politique a entraîné le fait que c'est finalement la réaction conservatrice qui a été rénovée. C'est le cas de ce point de vue-là très intéressant aux États-Unis, où la tentative dominante de s'opposer au capitalisme libéral c'était un mouvement qui s'appelait Occupy Wall Street, donc occupons la finance. Et finalement, ce qui a soldé, et il faudrait avoir une intelligence complète de ça, ce qui a sauvé la bourgeoisie dans cette affaire, c'est-à-dire ce qui a freiné le déploiement de Occupy Wall Street, ça a été la venue au pouvoir de Trump, c'est-à-dire de son contraire obligé. Et même en France, où la solde du mouvement Nuit debout a été Macron, et la solde des Gilets jaunes a été encore Macron. Donc il y a là des figures qui indiquent qu'un certain type de mouvement ne parvient pas à conclure. C'est ce point qui me frappe. Qu'est-ce qui peut devenir, dans ces conditions contemporaines, la conclusion ou la transformation créatrice des mouvements qui y surgissent, et un certain nombre ont réellement surgi sans parvenir véritablement à des succès durables. La situation est d'autant plus compliquée qu'aujourd'hui, finalement, le parti, le groupement, la tendance politique la plus active dans son déploiement, ce sont les partis d'extrême droite. Les partis d'extrême droite qui me semblent comme venir combler l'impéritie de la gauche, quelque chose comme ça. Car on ne peut pas douter que ces partis d'extrême droite aient, je ne dis pas qu'ils soient organisateurs du prolétariat, mais ils ont un soutien populaire relativement massif. Et ils viennent dans le creux laissé par l'échec des mouvements d'une autre couleur politique. Donc, il me semble qu'il y a à l'heure actuelle ceci que tous les calculs qui finalement, ou toutes les manœuvres qui essaient de parer à
pouvoir du capitalisme libéral dans une figure, disons, populaire ou de gauche, viennent échouer finalement, en partie, je crois, mais ça c'est une hypothèse, vous la méditez, en partie parce qu'ils ont versé leurs calculs possibles, ils les ont versés finalement dans la machine parlementaire. Or, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, la machine parlementaire est l'instrument qui doit être considéré comme tel, comme l'instrument adapté à la classe bourgeoise contemporaine. Et l'idée que l'on va couronner une pratique de mouvement par une présence électorale est une idée qui pourrit, en vérité, la plupart des intentions qui s'y engagent. En vérité, on pourrait considérer ça pratiquement partout dans le monde. Toutes les formes de propositions de changement de structure, ou tous les mouvements voulant réellement, en apparence en tout cas, attaquer le capitalisme libéral dominant à échelle mondiale, lorsqu'ils ont choisi, d'une certaine façon, de mettre leur force principale au service de la machine parlementaire, c'est la machine parlementaire qui a été victorieuse et non pas le processus. Alors tout ça, si on joint tout ça, on peut considérer que finalement le bilan de la période passée doit se concentrer sur ce point. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est véritablement qu'une opposition politique susceptible d'être victorieuse contre le capitalisme libéral établi? Qu'est-ce que c'est que cette possibilité, étant entendu que pour le moment, ça oscille entre mouvements de masse populaires, manifestations, protestations, etc., d'un côté, et participation à la machine électorale de l'autre. Et que cette combinaison, telle qu'elle fonctionne depuis maintenant des décennies, il faut tout de même arriver au moment où on constate que, en réalité, elle ne peut qu'échouer. C'est ce que je prétendrais. En tant que telle, elle ne peut qu'échouer. Par conséquent, il faut revenir sur le système d'organisation de la pratique politique au regard de ce bilan. Alors, je pense que tout cela indique la faiblesse de l'organisation politique des mouvements, et je voudrais relever, pour le proposer, les signes dans cette façon de faire d'une subjectivité politique faible. C'est-à-dire une construction de conviction qui est réelle, mais qui est incapable de passer du réel de la conviction au réel de l'action. Ce qui est en réalité le point qui quasiment est un point entre philosophie et politique, c'est-à-dire le point de partir d'une conviction dont je montre et dont je soutiens qu'elle est raisonnable, qu'elle n'est pas du tout absurde, qu'elle touche le réel, mais à la politique qui, elle, se juge malgré tout en termes d'organisation et d'action. Et ce passage-là n'a pas trouvé sa cohérence contemporaine, au moins dans l'ensemble des grandes nations capitalistes. Tout ça aboutit
malheureusement, à une absence de la politique, voire même à une hostilité à la politique. Hostilité à la politique qui résulte du fait qu'on avait raison, on était bien organisé, et dans la figure de l'espace politique, on a quand même échoué de manière systématique. C'est donc la politique à laquelle il faudrait ne pas participer, ce qui est une conclusion négative qui n'aura pas de réussite tant qu'elle ne dira pas ce que veut dire ne pas participer à l'organisation politique d'un pays. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue actif? Et j'attends le jour où sera en tout cas expérimenté le fait qu'on aborderait une élection importante avec comme mot d'ordre fondamental de s'en abstenir, c'est-à-dire de ne pas y aller, de ne pas y aller. Et de ne pas y aller en proposant évidemment l'idée, en proposant et en faisant campagne politique sur le fait qu'on peut faire autre chose que participer à la machine parlementaire et de s'y perdre. Voilà. Alors, en définitive, je pense qu'on peut tirer de tout ça, finalement, ce qu'une politique interne à un mouvement doit y disposer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait faire que la leçon tirée de l'ensemble de ces figures échouées de la protestation politique contre le capitalisme établi, je pense que quelque chose doit être discuté sur les mots d'ordre, la stratégie, le vocabulaire, le principe et la tactique. Alors, je n'entrerai pas dans les détails, mais je veux vous donner une idée des 5 caractéristiques qui me paraissent se tirer simplement de l'analyse des échecs. Je pense que, tout d'abord, les mots d'ordre principaux doivent être affirmatifs. Alors ça, c'est un point qui me tient à cœur, c'est le rapport en politique entre négativité et affirmation. C'est une question qui travaille la question politique depuis toujours, d'une certaine façon. Surtout quand vous êtes en position d'avoir à détruire quelque chose pour le remplacer par une autre chose, ce qui est une situation politique absolument courante. Alors, je pense que la question d'aujourd'hui, c'est qu'il faut laisser de côté les mots d'ordre identitaires anciens, des expressions du type les Français. Les Français, ce n'est pas une catégorie politique en tant que telle. Les Français ne deviennent une catégorie politique que pour l'extrême droite, en réalité. C'est-à-dire là, et ça je voudrais le dire au passage, une politique salvatrice ne peut pas être une politique identitaire. Et il faut toujours qu'elle comporte en réalité des figures incompatibles et qu'elle surmonte cette compatibilité en tant qu'elle est précisément la politique des deux. Mais si vous commencez à parler français, islamisme, européen, etc., tout ça doit être proscrit au profit de tout ce que j'essayais de redire avant, à savoir que ce qu'une politique nouvelle doit instituer,
c'est la nouveauté de son sujet, c'est-à-dire la nouveauté de ce qui l'anime collectivement. Et ce qui l'anime collectivement ne peut pas être une identité au sens traditionnel. Ça ne peut pas être une identité étatique au sens traditionnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut un principe. Il faut que la politique salvatrice dispose d'un principe, ce que j'appelle une idée. Et alors, il faut que cette idée soit constamment confrontée à la situation, en tant qu'elle porte une possibilité systémique autre que le capitalisme, naturellement. Alors, sur ce point, sur le fait que le principe de la politique salvatrice ou révolutionnaire, ou comme vous voulez, doit être adapté à la situation jusque dans la négativité, je voudrais citer Marx. Parce que dans le manifeste, Marx, en réalité, essaie de faire ce que j'essaie aussi là, de faire beaucoup moins bien que lui. Il essaie de définir ce que doit être le militant communiste. C'est un point du travail de Marx qui est un peu oublié au profit du fait que Marx serait le théoricien des structures capitalistes de la société, ou des structures bourgeoises de la société, et donc de la destruction de ces structures. Mais il a un portrait du militant singulier, je le cite, dans la subjectivité qui est la sienne. Les communistes appuient en tout pays tout mouvement révolutionnaire contre l'ordre social et politique existant, première définition, mais dans tous ces mouvements, ils mettent en avant la question de la propriété, à quelque degré d'évolution qu'elle ait pu arriver, comme la question fondamentale du mouvement. Donc, tout ce qui, sous le pavillon du marxisme, c'est bien gardé de mettre en avant la question de la propriété à quelque degré d'évolution qu'elle ait pu arriver, comme la question fondamentale du mouvement, éclaire l'échec ou l'insuffisance, des insuffisances du mouvement considéré au regard de Marx lui-même. Marx lui-même, dans sa définition très rigoureuse des communistes, concentration absolue sur la question de la propriété comme étant la question fondamentale du mouvement. Et ceci est très compliqué à obtenir, comme l'histoire le montre. L'histoire montre qu'en particulier dans la politique parlementaire, on se garde le plus souvent de toucher à la propriété, en tout cas de ne pas y toucher de façon constitutive et décisive. Alors ça, c'est le deuxième principe que j'appelle une idée. Dans une vision réelle de ce que peut être une organisation communiste véritable, la question de savoir comment est mise en avant de façon essentielle la question de la propriété est pour Marx absolument décisif. Encore bien plus si elle n'est même pas abordée. Mais même si elle est abordée, pour Marx, elle doit être abordée comme la question fondamentale du mouvement. Et la question fondamentale du mouvement, c'est la question à partir de laquelle toutes les autres questions doivent être d'une certaine manière constituées et développées. Ça, c'est le deuxième point dont il faut se ressaisir. Voilà. Tout ça me donnerait... je regarde... oui.
Oui, je passerai parce que c'est plus capital pour notre condition actuelle. Je passerai à une autre considération. La politique doit se faire avec des gens de partout, et en particulier, elle ne peut accepter de se plier, la politique, aux diverses formes de ségrégation sociale organisées par le capitalisme. Autrement dit, il faut que la politique communiste soit absolument soustraite aux diverses formes de ségrégation sociale organisées de façon dominante par la société. Alors, ça signifie notamment pour la jeunesse intellectuelle qui a toujours joué un rôle crucial dans la naissance des nouvelles politiques, il faut le reconnaître, évidemment. La nécessité d'un trajet continu en direction des autres couches sociales, c'est-à-dire l'activité propre des jeunes intellectuels ralliés au nouveau mouvement politique, c'est précisément le trajet continu en direction des classes différentes, notamment des classes les plus démunies, c'est-à-dire de là où l'impact du capitalisme est le plus dévastateur. Alors si on revient là-dessus au présent, ce qu'on voit, c'est que la priorité devrait être accordée dans nos pays et à échelle du monde, elle devrait être accordée à l'immense prolétariat nomade et non pas seulement au prolétariat dont la catégorie principale est d'être national. Il faut considérer que le prolétariat nomade est au fond la version contemporaine de ce qui a été autrefois les paysans auvergnats ou bretons. Dans le XIXe siècle, commençant la figure du capitalisme, les ouvriers ont largement été d'anciens paysans. Et ils arrivaient donc par vagues entières pour tenter de survivre comme ouvriers, puisqu'ils ne pouvaient plus, comme paysans, sans terre là-bas. Alors je pense que c'est aujourd'hui un enseignement crucial sur la question agitée de l'immigration. Je voudrais faire remarquer ici qu'il est tout de même tout à fait particulier et décisif que l'immigration soit systématiquement persécutée par les États bourgeois. Les lois anti-immigration sont un phénomène fondamental de la période actuelle. Et ceci montre un point quand même toujours intéressant à constater, c'est que quelquefois l'ennemi est plus conscient de ce qu'il faudrait qu'on fasse que nous. C'est-à-dire l'ennemi a compris que l'incorporation prolétarienne d'une partie de la paysannerie mondiale est une arme révolutionnaire effective, qu'elle est une partie constituante du capitalisme à échelle mondiale. Et elle l'a compris au point que, bien entendu, elle soutient fermement et propose partout, sous des prétextes variés et généralement défensifs, elle propose partout l'abolition, l'impossibilité des lois policières
contre la venue dans les pays majeurs du capitalisme d'un prolétariat issu de zones extérieures. Vous avez là la clé du fait que dans tous les pays marqués en particulier par l'activité d'une extrême droite, sont proposées des lois anti-immigration. C'est un vrai symptôme contemporain, ça. Et ces lois anti-immigration sont prises très au sérieux par ceux qui les proposent. C'est-à-dire, ils pensent que c'est une donnée essentielle, y compris de leur propagande générale. Propagande générale qui, tout simplement, revient à dire les étrangers, on n'en veut pas. Hein, voilà. Mais qui, dans le réel de la situation, signifie que une partie de l'État bourgeois a besoin, d'une certaine manière, d'affaiblir le prolétariat en lui interdisant de s'alimenter à l'échelle mondiale. Et donc en le restreignant à les faire strictement nationales. Alors, finalement, il faut, je pense, mettre en avant dans le monde contemporain, de façon majeure, essentielle, le fait qu'il faut reconstituer ou constituer de quoi briser cette offensive de la réaction libérale bourgeoise contre l'immigration. Je pense que c'est une discipline subjective très importante. Il faut se rendre compte que ça n'est pas un hasard si, dans tous les pays capitalistes dominants, on est en train d'essayer à toute hâte des méthodes pour que, d'une certaine manière, le prolétariat reste sous contrôle, qu'il ne soit pas, qu'il n'y ait pas d'ouverture trop grande à son accroissement. Voilà. Et en vérité, c'est une question décisive. Je pense que quiconque se rallie, ne serait-ce que par un simple vote, à une mesure anti-immigration, est en train de rendre un service qui devrait lui être payé, d'ailleurs, par la bourgeoisie dominante. Au lieu qu'il s'imagine, lui, qu'il défend son poste de prolétaire. Mais il ne défend pas son poste de prolétaire, il est en train de défendre le mode sur lequel les postes de prolétaires sont redoutés par la bourgeoisie dominante sous telle ou telle forme, notamment par les lois contre l'immigration. Ajoutons que les lois contre l'immigration favorisent la venue au pouvoir du pire de la politique bourgeoise, parce que c'est évidemment le nationalisme. Le seul argument pour refuser que quelqu'un qui vient d'ailleurs travaille ici, c'est que le travail doit être donné aux nationaux. Donc, dans cette affaire très importante de l'immigration et de la question du soutien, de l'organisation politique, etc., des immigrés, l'étape qui consiste à rendre aussi rare et impossible que possible cette migration est une tâche de consolidation du pouvoir réactionnaire comme tel. Et donc, là aussi, il faut un point politique majeur, c'est de tenter de monter, d'organiser, de faire vivre un mouvement anti-loi, anti-immigration. C'est, à mon sens, un symptôme
véritablement important. Voilà. Je voudrais maintenant en venir à la question de l'organisation, à partir du constat, cette fois, qu'il n'existe plus aujourd'hui de véritable organisation politique au sens complet du terme, et que cette question nous fixe la tâche des moyens de la reconstituer. Alors au fond, qu'est-ce qu'on peut avoir à l'esprit? On peut avoir à l'esprit une organisation qui est chargée de monter des enquêtes dans le peuple, de synthétiser le travail de masse, de rendre actifs les mots d'ordre locaux qui en sont issus, d'inscrire tout ça dans un point de vue d'ensemble réellement communiste, c'est-à-dire réellement animé par un protocole égalitaire à l'égard de la classe ouvrière, qu'elle soit nationale ou étrangère. Alors, finalement, ça amène à ceci qu'une organisation doit se juger non pas sur la forme de ses procédures, comme on juge un État, mais sur sa capacité à faire ce dont elle est chargée. Je pourrais citer ici une formule de Mao Tse-tung. Il cherchait à définir ce que c'est qu'une organisation. Et alors il a dit, entre autres choses, une organisation, c'est ce dont on peut dire qu'elle, je le cite, redonne aux masses sous une forme précise ce qu'elle a reçu d'elle sous une forme encore confuse. Je trouve cette définition remarquable. Accepter sous une forme encore confuse, notamment par exemple la venue d'immigrés dans le pays ou telle forme de débat et de lutte, etc., c'est une chose. Mais c'est une chose qui ne rend pas nécessaire une organisation. C'est ce qui se passe dans la logique de classe. Et ce qui est dit là, c'est qu'une organisation, c'est qu'elle doit préciser la raison pour laquelle ceci doit être fait, qu'elle doit transformer sur ce point, y compris la conscience de ceux qui le font, étant entendu qu'elle ne le fait que parce que ça existe, et donc sous la forme encore appelée ici la forme encore confuse. En fait, je pense que l'ensemble de ces thèses se rapporte en définitive à la manière dont on va traiter dans l'organisation politique, dont on va traiter ce que est l'organisation politique, ce que est une organisation communiste. Et je pense que ce qu'on pourrait dire, de façon un peu technique, c'est qu'il faut rompre avec la logique de la représentation. Très souvent, on dit « ce parti représente cette classe », etc. Mais la représentation, ça n'est en vérité, dans le réel, à peu près rien. C'est une question de langage et de symboles. Et quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a réellement représentation? Alors, on dira que l'organisation politique, elle doit avoir une définition instrumentale et non pas représentative. C'est-à-dire, elle doit être jugée non en tant qu'elle représente, mais en tant qu'elle organise
et non pas en tant qu'elle est instrumente, mais non pas qu'elle représente, je veux dire, mais qu'elle instrumente. C'est-à-dire elle doit définir, on doit pouvoir définir l'organisation politique par le fait qu'elle définit les tâches nécessaires à ceux qu'elle organise. Ce point est important parce qu'il est le complément, si je puis dire, il est le complément réellement actif politiquement de ce qu'on peut soutenir sur l'immigration. C'est-à-dire, là aussi, il ne s'agit pas de représenter la capacité des étrangers d'être ceci ou cela. Il s'agit de définir ce à quoi ça conduit dans la pratique effective de l'organisation et pourquoi c'est nécessaire. Et donc, il ne faut pas se présenter tout ça sous la modalité ou sous le problème de la représentation. L'entrée des étrangers dans l'organisation politique n'est pas une figure de représentation, c'est une figure active afin que le prolétariat local soit, y compris de façon internationale, organisé sur place. Et ça, ce sont des nécessités tout à fait cruciales. Et ça nous ramène à la question que dans tout ça, dans toute cette figure de l'organisation, quel est le rapport à l'État? Alors, comme vous le voyez, il faut surtout bien comprendre que le rapport à l'État n'est pas ce qui définit la politique communiste. Et c'est un point très important et très clair en même temps. La politique, comme telle, a au contraire lieu, en un certain sens, à distance de l'État. Elle ne consiste pas à conquérir des positions dans l'État, mais de rester en dehors de l'État tout en se souciant de sa constitution et de son devenir. Stratégiquement, il faut le rappeler ici, il faut briser l'État. Le but du communisme est le dépérissement de l'État. C'était une affirmation très importante de Marx. Donc, qu'il y ait un État communiste est en un certain sens un paradoxe, et un paradoxe fâcheux. Stratégiquement, il faut briser l'État, qui est le gardien de la voie capitaliste, notamment parce que l'État est en fait, le plus souvent, la police de la propriété. C'est à la police que revient de veiller sur la propriété privée des moyens de production et d'échange. Le droit, au sens étatique libéral du terme, le droit est lui-même une figure de la puissance du capital dans l'ordre politique. Le droit à la propriété privée des moyens de production et d'échange. Alors je reviendrai là sur la Chine. Pendant la révolution culturelle, les révolutionnaires chinois disaient « il faut, je les cite, rompre avec le droit bourgeois ». Et effectivement, les infiltrations du droit bourgeois ou la corruption par le droit bourgeois des initiatives révolutionnaires est un fait incontestable. Le résultat, c'est que l'action politique au regard de l'État, c'est un mixte de distance et de négativité. Il faut créer une distance qui permette la négativité.
Et le but véritable, c'est que l'État soit progressivement encerclé par une opinion hostile et par des lieux politiques qui lui sont devenus étrangers. L'État, naturellement, je le prends ici comme ce que nous connaissons, c'est-à-dire tous les États à la fois bourgeois et impériaux. Je voudrais terminer par un commentaire sur la situation aujourd'hui, au regard de tous ces principes. Il faut bien voir une chose qui est encore de l'ordre de l'analyse logique, qui concerne la situation où se trouve le capitalisme contemporain. Il faut le connaître, puisque c'est elle qui doit définir ce que l'on combat. Alors je crois qu'une complication contemporaine du capitalisme, c'est qu'il y a une sorte de décrochage entre la mondialisation du marché, d'un côté, et le caractère encore largement national de l'État, le caractère largement national du contrôle policier et militaire des populations. Ça, c'est une difficulté de la bourgeoisie qui répugne à être internationaliste et qui est par conséquent affectée quand le marché devient mondial. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui que les États-Unis font à la Chine le procès de fabriquer des voitures qui coûtent moins cher que les siennes. C'est une absurdité du point de vue capitaliste, cette rancune. C'est la loi du capitalisme que surgisse à tout moment, là ou ailleurs, la proposition d'une marchandise moins chère qu'elle n'était jusqu'ici. C'est le problème du calcul de la plus-value par les différents capitalismes locaux. Donc, dire c'est très très mal, il fait des marchandises meilleures que les miennes ou moins chères que les miennes et il se compare le marché, c'est tout simplement vouloir se débarrasser du marché capitaliste comme tel, qui est en effet organisé par les différentes figures de concurrence. Par conséquent, en réalité, aujourd'hui, ce problème, comme beaucoup d'autres que j'ai tenté de présenter, ce problème constitue une faiblesse immanente de la situation du capitalisme contemporain. Il y a un décrochage à l'heure actuelle entre la mondialisation du marché et le caractère national, notamment du contrôle militaire et policier des populations nationales. Au fond, on pourrait dire qu'il y a une faille entre l'organisation économique des choses, qui est aujourd'hui mondiale, et sa protection étatique, qui reste nationale. Alors, le deuxième aspect ressuscite les rivalités impérialistes, en fait, mais sous d'autres formes, qui ne sont plus la question de la conquête coloniale, mais qui sont sur le marché mondial lui-même, tel qu'il s'est constitué. Et alors, en dépit de ce changement, le risque de guerre s'accroît, puisqu'on voit qu'on peut s'estimer en position guerrière d'un État capitaliste à un autre État capitaliste, non pas par des rivalités extérieures, des colonies par exemple, mais pour la maîtrise du marché lui-même, pour le fait que tel État s'empare du marché en produisant, au prix d'ailleurs évidemment d'une
persécution plus grande du prolétariat et des ouvriers, mais en produisant des produits qui, sur le marché, vont conquérir le marché parce qu'ils sont moins chers. Et donc, on a, à l'heure actuelle, une situation de rivalité intra-marché et non plus d'une rivalité simplement extérieure, c'est-à-dire concernant le contrôle de telle ou telle partie du monde. Alors, finalement, donc je disais, le risque de guerre s'accroît et finalement, une partie du programme de l'éventuel parti politique communiste existant quelque part et de préférence mondialement, il faut qu'il s'en occupe très vivement. Parce que la politique à venir devra avoir pour tâche, si elle le peut, d'interdire que soit déclenchée une guerre totale, dont on peut dire aujourd'hui qu'elle pourrait mettre en danger l'existence même de l'humanité. Et alors je dirais, moi, ceci, au point où nous en sommes, ou bien l'humanité rompt avec tout ce qu'il y a d'arriération dans le capitalisme et ouvre à échelle globale sa période communiste, ou bien elle reste, elle stationne trop longtemps dans sa phase actuelle et elle sera très fortement exposée à périr dans une guerre sans merci. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec l'arme atomique, on ne sait même pas ce que peut être une guerre. En particulier, la guerre de celui qui est en train de perdre. Alors aujourd'hui, ce sera ma conclusion. Que voit-on aujourd'hui? Aujourd'hui, les grandes puissances, d'un côté, cherchent à collaborer à la stabilité des affaires au niveau mondial, à l'existence du marché mondial, notamment en luttant contre le protectionnisme, mais d'autre part, elles luttent sourdement pour leur hégémonie, voire même pour leur capacité à dominer ce marché. Il en résulte la fin des pratiques directement coloniales des siècles précédents, comme celle de la France ou de l'Angleterre au XIXe siècle, c'est-à-dire l'occupation militaire et administrative de pays entiers. Cette nouvelle pratique du capitalisme contemporain, je propose de l'appeler le zonage, avec un Z. C'est-à-dire dans des zones entières qui sont encore plus quelquefois que des États, tout simplement. La Syrie, l'Irak, la Libye, le Nigeria, le Centrafrique, l'Afghanistan, le Congo, etc. Dans ces zones-là, le capitalisme contemporain fait que les États soient mis à mal, anéantis, et que la zone devienne une zone de pillage, ouverte à des bandes armées, comme à tous les prédateurs capitalistes de la planète. Autrement dit, il y a des mouvements très importants du capitalisme contemporain, c'est de provoquer l'existence de zones ouvertes au marché capitaliste sans avoir complètement réglé la question de la possession au sens colonial du terme. C'est-à-dire, c'est d'installer la rivalité du marché à l'intérieur même des pays qu'on domine ou qu'on a conquis ou qu'on a achetés. On voit alors apparaître un État qui est composé
d'affairistes liés par toutes sortes de liens aux grandes compagnies du marché mondial. Ce qu'on voit, c'est pour ça que l'histoire contemporaine est compliquée, les rivalités capitalistes, les rivalités nationales capitalistes, militaires finalement, souvent, s'entremêlent sur de vastes territoires avec des rapports de force constamment mouvants. Si on lit l'histoire contemporaine de l'Afrique, c'est un méli-mélo d'attaques, de contre-attaques, de pays un tel qui est là, de pays un tel qui est là aussi, de rivalité entre les deux, etc., etc. Alors, évidemment, on peut se dire qu'il suffirait, dans ces conditions, d'un incident militaire incontrôlé pour qu'on soit subitement au bord d'une guerre mondiale. Les blocs sont déjà un peu dessinés. Il y a les États-Unis et leur clique occidentalo-japonaise d'un côté, la Chine et la Russie de l'autre, et des armes atomiques partout. Nous pouvons alors rappeler la sentence de Lénine, ou bien la révolution empêchera la guerre, ou bien la guerre entraîna la révolution. Et nous sommes quand même, à l'heure actuelle, dans cette passe sans qu'on puisse décider encore de laquelle des deux orientations l'emportera. Ça nous permettrait de définir ici même l'ambition maximale du travail politique à venir. Que pour la première fois dans l'histoire, notamment dans l'histoire bourgeoise, ce soit la première hypothèse, la révolution empêchera la guerre, qui se réalise, et non, comme ça a toujours été le cas, la seconde, la guerre provoquera la révolution. C'est cette seconde hypothèse qui a été matérialisée en Russie, la guerre provoquera la révolution, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, et en Chine, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Dans les deux cas, la guerre a entraîné la révolution. Mais à quel prix, premièrement, et deuxièmement, avec ce que l'on doit constater aujourd'hui, à savoir au long cours, des conséquences d'échecs de la maintenance d'un communisme inventif et axé. Alors, espérons, agissons. Sur cet arrière-plan que je décrivais, au fond, n'importe qui, n'importe où, peut commencer à essayer de faire de la politique vraie, au sens que donne ce présent texte, et parler à son tour, autour de lui, de ce qu'il fait. C'est ainsi que tout commence. Merci. Alors, je vous rappelle ce que je souhaite qu'il se passe, c'est-à-dire que d'ici le 3 mars, vous puissiez soit poser des questions, par exemple. Pour ça, vous pouvez écrire ici pour dire de me le transmettre. Et je vous assure que le 3 mars, en tout cas, sera un grand temps de discussion. Voilà. Mais si, évidemment, vous posez des questions
via le théâtre ou sur place, on essaiera d'organiser tout ça comme une véritable délibération, faisant de notre rencontre un moment politique. Merci encore.